Alors cette semaine, comment dire, c'est un peu comme un épisode de Dallas mélangé à la sauce Squid Game. On a eu des marchés qui montent alors que les indicateurs nous laissent quand même penser qu'il faudrait faire le contraire. Trump qui joue à la guerre commerciale comme d'autres jouent au Monopoly et Powell qui observe encore et toujours, mais qui commence à se faire attaquer à l'intérieur même de la Fed. Vous ajoutez à ça la Chine qui tente de repousser sa date butoir pendant que Trump les laisse mariner un petit peu et des résultats d'entreprise qui vont clairement dans tous les sens. Sans oublier que Trump est totalement omniprésent et omnipotent et que l'on se demande même si le marché a encore son libre arbitre depuis que Trump est au pouvoir. D'ailleurs, on peut en parler. Dans les épisodes de la semaine, il y a Trump et Apple, Trump et Intel, Trump et les Chinois, Trump et les Suisses. Ah non, pour les Suisses, il n'a pas le temps. Mais le président, vous l'aurez compris, est partout, tout le temps, et c'est lui qui donne le rythme, c'est lui qui écrit la musique et qui manipule la planète bourse en entier. Et ça va encore durer 3 ans et demi. Bref, on va tenter de faire le tour de tout ça et vous allez voir, c'est pas un marché, c'est une série télé avec un budget illimité. Je suis Thomas Veillet, bienvenue dans ce Swiss Bliss et aujourd'hui nous sommes le 9 août 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors on commence bien sûr avec la Suisse, puisqu'on est très à la mode en ce moment, nous les Suisses. Et je vais vous la faire sans fioriture, jeudi 7 août, le coup près tombe, 39% de droits de douane sur une large partie des exportations suisses vers les États-Unis, on le sait. Et Karine Keller-Souter est allée à Washington pour négocier à fond, objectif 10%, elle revient avec les mains vides et avec un Guy Parmelin qui est toujours au top de sa forme pour nous sortir des citations vaudoises, pour expliquer les choses aux journalistes qui n'avaient qu'un seul mot à la bouche, le mot cordial. Oui, les négociations avec Rubio étaient cordiales, la délégation helvétique est revenue les mains vides et à poil, mais c'était cordial. Toujours est-il que les nouveaux droits de douane sont entrés en vigueur à 0h01 le 7 août heure de Washington DC. L'Union européenne paye seulement 15%, la Suisse prend donc 39%, et au milieu de cette claque commerciale, un bonus surprise, les lingots d'or de 1 kg et de 100 ounces, jusque-là exemptés, seront dorénavant taxés. Les raffineurs de chez nous qui transforment 70% de l'or mondial voient tout de suite le mur de briques arriver à toute vitesse. Marché sonné, et les futurs sur l'or qui s'envolent, industriels qui font leurs calculs et un conseil fédéral en session d'urgence. Bienvenue dans le monde réel de Donald Trump. Alors sur la macro locale, on notera quand même que l'inflation suisse de juillet est à 0,2% en glissement annuel, pas de surchauffe, donc les 39% ne vont pas non plus nourrir la hausse des prix à la caisse, bien sûr, ils vont d'abord ronger les marges et l'emploi dans les chaînes exportatrices, montres, machines, outils, métaux précieux, etc., etc. Le COF a déjà signalé un net recul des perspectives d'embauche, autrement dit, pression micro plus brouillard macro égale bourse qui zigzague et gérant qui passe en mode stock picking défensif. À ne pas sous-estimer, Trump menace aussi à l'horizon 12-18 mois de faire grimper les tarifs pharmaceutiques jusqu'à 250%, on en reparlera. Et pour l'instant, la pharma suisse est largement épargnée par les 39%, mais le sabre de Damoclès est bien visible au plafond. Et les valeurs santé européennes ont déjà réagi d'ailleurs, et pas forcément dans le bon sens. Et ce, en même temps, si une partie des médicaments concernés sont déjà fabriqués là-bas, pour ne pas prendre de risques. Il va donc falloir s'appliquer à ce que Trump veut, à savoir ramener le business chez l'oncle Sam. Et pendant ce temps-là, la révolte suisse gronde, on ne veut plus des F-35, on veut arrêter de consommer américain et leur montrer qu'ils ont tort de nous traiter comme ça. Bon après, si la révolte dure aussi longtemps que lorsqu'on nous annonce chaque année que les primes d'assurance maladie vont augmenter de 10%, Trump peut dormir sur ses deux oreilles, ça devrait être plié la semaine prochaine. Parce que tu comprends, faut pas trop faire de bruit. Trêve de plaisanterie, on attend tout de même des avancées dans les négociations en espérant un miracle qui se rapprocherait des 15% européens. Mais vu la considération qui nous est offerte en ce moment par les autorités américaines, ça ne va pas être simple. L'emploi pourrait en souffrir si l'on en croit les voix des experts. Il va falloir rediriger les exportations ailleurs.
ailleurs où le président est moins cinglé. Côté macro-américaine, la semaine a commencé avec un ISM des services à 50,1 en juillet, contre 50,8 en juin. Traduction, l'économie des services respire, mais à peine. L'emploi dans l'ISM recule, 46,4. Les prix payés remontent. Vous voyez comment on voit venir gentiment le mot interdit, le mot stagflation. Bon, pas vraiment encore, mais l'odeur est quand même dans l'air. Et côté usine, eh bien, le manufacturing PMI retombe à 48. Résultat mardi, les indices se sont repliés, chacun guettant la Fed avec un sourcil haut et une main sur le bouton risk off. Pourtant, la mécanique des anticipations a vite repris la main avec l'emploi US mollasson la semaine dernière, la semaine d'avant. Le marché presse dorénavant, évidemment, une baisse des taux du côté de la Fed en septembre. Vous le savez, on en a parlé durant la semaine dans le Morning Bull Live. Probabilité de 95% et même d'autres baisses des taux d'ici fin 2025. On est à fond là-dedans. Le dollar a molli par à coup, les taux longs ont valsé, mais l'appétit pour le Nasdaq a refait surface comme si de rien n'était. Eh oui, ce marché aime l'espoir et les verres à moitié pleins comme un trader sous Ovomaltine. D'ailleurs, on notera encore une fois que ces derniers temps, nous avons eu une avalanche de mauvaises nouvelles qui aurait rendu fou de joie un fonds d'investissement ultra short. Pourtant, la seule chose qu'il faut retenir de la semaine dernière, c'est encore une fois « Hey, Powell, il va baisser les taux en septembre !» Le reste n'est que détails et matos pour les journalistes qui veulent écrire des articles que les investisseurs ne liront jamais parce que c'est trop déprimant. Et puis, en fin de semaine, on a eu encore un nouveau truc à se mettre sous la dent qui nous a boosté les neurones et poussé la réflexion à l'extrême. Trump a nommé Steven Miran, actuel président du CEA, pour occuper temporairement le siège laissé vide par Adriana Kugler au bord de la Fed. Alors déjà, le CEA signifie Council of Economic Advisors. Autrement dit, le conseil des conseillers économiques de la Maison-Blanche. Un conseil de conseillers économiques. En gros, un gros groupe de druides qui font du vaudou et qui sont supposés donner des informations et des guidelines au président américain. Sauf que l'économie n'est pas une science exacte et que Trump, de toute façon, ne les écoute pas. Bref, Steven Miran a donc été prélevé au CEA pour être injecté à la Fed et aider à ronger les pieds du trône de Jérôme Powell afin d'aider à précipiter sa chute. Alors, est-ce que cette nomination change le niveau des taux de la Fed demain matin ? Non, du tout. Mais est-ce que ça change la musique qui passe dans les bureaux en marbre de la Fed? Potentiellement, oui. Alors pourquoi? Eh bien, parce qu'un nouveau gouverneur franchement pro-baisse des taux rapides à la table peut libérer la parole des autres. Donc, plus de dissidence publique au FOMC meeting, moins de votes en meute et une Fed 2025-2025 un peu plus politique, voire un peu plus alignée vers Trump. Et Powell qui va devoir ramer encore plus fort s'il compte continuer à faire ce qu'il veut pendant les 10 prochains mois et avant de partir à la retraite et donc à la pêche. Et pendant ce temps-là, les paris courent sur le prochain patron de la Fed et Christopher Waller revient en tête de la shortlist côté Trump World. Alors bon, Miran ne sera probablement pas confirmé à temps pour le FOMC meeting de septembre. Le Sénat revient de vacances en ce moment et le process prend rarement moins de 60 jours, donc on peut compter sur lui pour octobre-décembre, ça c'est possible. On peut donc dire que dès le meeting d'octobre, la dissidence anti-statu quo va se faire sentir de plus en plus et Powell va devenir le vilain petit canard. Donc, le 7 août, on a eu le grand allumage, les nouveaux barèmes américains, 10% à 50% selon les pays, qui tournent à fond depuis jeudi. L'Union européenne a sécurisé 15%, le Japon pareil, la Corée a un traitement favorable sur les semi-conducteurs. La Suisse, on l'a dit, un peu, je crois, 39%. L'Inde a pris une claque avec 25% de plus sur les 25% à cause du pétrole russe. Et la Chine est en trêve fragile jusqu'au 12 août. Date limite fixée pour un accord durable. Mais sinon, on reparle de taux à 3 chiffres sur certains flux. Les exportateurs chinois ont d'ailleurs accéléré en juillet pour passer sous la barre avant l'échéance. Apparemment, la Chine et les États-Unis devraient augmenter la durée de ce moratoire. Mais ça dépend toujours de Trump et donc... gros suspense pour la semaine prochaine. Et puis un morceau à venir qui fait peur au marché. La Maison-Blanche a explicitement évoqué un tarif d'environ 100% sur les semi-conducteurs importés, avec exemption bien sûr pour ceux qui fabriquent vraiment aux USA. Message, fabriquez chez nous ou vous payerez. C'est l'arme lourde du reshoring. Les écosystèmes taïwanais, coréens et américains qui empilent des usines sur le sol américain dorment beaucoup mieux. Les assembleurs packagers d'Asie du Sud-Est, beaucoup moins en ce moment. On a l'impression que bon nombre d'entre eux vont se coucher. Ils n'auront pas d'autre choix. D'ailleurs, à propos de se coucher, Apple l'a aussi fait jeudi dernier. Vous l'avez vu, on en a parlé. Apple a sorti le stylo dans le bureau ovale, plus 100 milliards d'investissements aux États-Unis supplémentaires, total porté à 600 milliards sur 4 ans. Et on nous le répète en boucle, 20 000 jobs créés en plus. Effet combiné, Tim Cook se replace au chaud politiquement et Apple galope sur le fond. L'iPhone 100% made in America, c'est pas vraiment pour demain.
Mais capter davantage de chaînes de valeur localement, ça, oui. Et si les puces importées prennent 100% de taxes, sauf exemption, mieux vaut être du bon côté de la barrière. À l'inverse, Intel s'est retrouvé vendredi dans la ligne de mire présidentielle. Trump a demandé la démission immédiate du CEO Lip Bhutan, jugé highly conflicted pour ses liens passés avec des investissements en Chine. Le board soutient le CEO. Tan répond désinformation, mais le mal est fait quand Washington s'interroge sur la loyauté industrielle au moment où il brandit un 100% de tarif sur les puces. C'est plus qu'un bad buzz, hein. Et puis on parle carrément de chasse aux communistes. Ça nous rajeunit pas. Morale de l'histoire pour la semaine qui vient de s'écouler. Cette semaine, le marché a fait ce qu'il sait faire de mieux. Ignorer ce qui dérange. Enfin, jusqu'à que ça le dérange un peu trop. En résumé, la planète bourse ressemble cette semaine à un énorme buffet chinois. Tout le monde se sert de ce qui l'arrange en ignorant que le cuisinier s'appelle Donald Trump et qu'il peut décider à tout moment de remplacer le riz cantonais par un plat de haricots verts taxé à 100%. Powell, lui, il joue encore au chef d'orchestre avec un orchestre qui a plus de partition et qui fait ce qu'il veut. La Suisse sert de cobaye géopolitique. La Suisse sert de cobaye géopolitique et Apple prouve qu'avec un gros chèque, on peut acheter la paix, même à Washington. Intel, quant à eux, découvre que dans l'Amérique de 2025, on peut se faire accuser de trahison économique plus vite qu'un tweet ne devient viral. Bref, bienvenue dans ce nouveau marché où la seule règle, c'est qu'il n'y en a plus et où d'ici 3 ans et demi, Trump aura eu le temps de nous refaire l'intégrale avec la saison bonus. Pour la Suisse, c'est un stress test grandeur nature qu'on est en train de vivre. Faible inflation, mais gros choc micro-sectoriel à venir, surtout, et risque sur le social. Et en conclusion, en 2025, la politique industrielle, c'est la macro et la géopolitique. Et la géopolitique, c'est Trump. Du côté des performances de la semaine, alors comme vous le voyez, eh bien, on a vécu une bonne semaine quand même avec un rebond spectaculaire du côté de l'Espagne qui reprend quasiment 5%, suivi de près par l'Italie. Et puis le Nasdaq qui reprend 3,87% sur la fin de la semaine. On n'aurait pas parié là-dessus en début de semaine, mais bon, on s'en sort relativement bien. Le Bitcoin reprend 3,47%, le DAX plus 3,15%, le Semiconductor Index plus 2,72% malgré l'histoire Intel. Le S&P 500 est en hausse de 2,43%. À noter quand même que le Nasdaq est au plus haut de tous les temps et que le S&P 500 joue avec les plus hauts de tous les temps. Et Shanghai reprend 2,11% avant l'annonce de la semaine prochaine, le 12 août, je le rappelle. Et puis, tout en bas, on a le SMI qui gagne quand même 0,26%. Et on doit quand même reconnaître que quand on a vu comment c'était lundi dernier, on est plutôt content avec 0,26% de hausse sur la semaine. Et puis le pétrole se fait défoncer de 5,12% à cause de toutes ces histoires géopolitiques. Du côté des performances du marché suisse, alors, eh bien, on a Amrise qui est en queue de peloton avec une baisse de 6,58 sur la semaine et l'UBS qui remporte le pompon avec 4,93% de hausse. Merci la baisse des taux à venir. En revanche, Holcim prend 4,80% alors que son spin-off se fait défoncer de l'autre côté. Logitech reprend 4,54%. On est quelque part soulagé avec la baisse des taux qui arrive. On notera encore les bons chiffres de Zurich qui ont mis du temps à être appréciés mais qui prend quand même 3,13% sur la semaine. Swiss Re qui gagne 2,36% même si durant la semaine on a entendu dire que Münchner Rück a publié des mauvais chiffres et ça pesait un peu sur la perf. Nestlé qui s'en sort, et puis alors en queue de peloton, Novartis qui perd 0,14% et Roche qui perd 4,16% sur la semaine, ça c'est l'effet droit de douane. On va y revenir dans la suite de ce Swiss Bliss. On attaque avec les graphiques. Alors vous voyez notre fameux range, on va aller vite sur les graphiques aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à vous dire, mais si vous voyez le range du SMI, on est toujours dedans. Donc on a un bas du range à 11 830 et un haut du range à 12 132. Visiblement, on veut rester là-dedans malgré les mauvaises nouvelles de lundi. Vous voyez qu'on a fait une exagération, mais qu'on a tout récupéré sur la fin de la semaine. Donc ça va quand même pas trop mal l'un dans l'autre. On voit qu'on résiste et qu'on est toujours en mode révolution sur la Suisse. Les Américains, alors vous voyez, difficile de tout noter, mais grosso modo, on est clôture au plus haut de tous les temps sur le S&P 500, mais on a été plus haut quand même il y a quelques semaines avant les histoires de fin de semaine dernière et des chiffres de l'emploi. Mais vous voyez qu'on est déjà revenu, comme quoi, encore une fois, le concept du buy the dip aux États-Unis, il a quand même bien fonctionné, puisque vous voyez, si on recompte les séances vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi, ça c'était les chiffres de l'emploi dégueulasses de la semaine dernière et le licenciement de la patronne du BLS. Et vous voyez qu'avant, on avait déjà fait une extension. Et résultat, eh bien, on se retrouve de nouveau plus ou moins au même niveau. Donc tout ce qui s'est passé depuis 10 jours, on l'a déjà effacé.
Le Nasdaq est au plus haut de tous les temps, clôture au plus haut de tous les temps, encore une fois. Donc là, la tech reste le champion du monde. On va même pas se poser de questions. Malgré les mauvaises nouvelles et ce qui s'est passé sur Intel durant la semaine, on voit clairement qu'Intel n'est plus quelque chose qui compte dans le secteur des semi-conducteurs. Et vous voyez que finalement, on arrive à tirer encore quelques points pour finir au plus haut de tous les temps. Mais là aussi, comme le S&P 500, on a totalement effacé ce qui s'est passé ces derniers jours. Le SOX, il consolide toujours à haute altitude, toujours ce range au niveau du SOX. Ici, vous voyez les extrêmes pas loin des 6000 et puis le bottom est autour des 5450 plus ou moins. Mais on reste dans ce range. Tant qu'on n'arrivera pas à sortir, je dirais même si on arrive déjà à casser les 5800, ce sera relativement intéressant. Dans un sens ou dans l'autre, on n'aura pas forcément de vision. Mais encore une fois, Nvidia publiera ses chiffres en fin de mois. Donc tant qu'ils n'ont pas publié, je ne sais pas si on va réussir à trouver moyen de trouver une direction définitive sur le SOX. Le DAX, en haut en bas, tu sais pas où tu vas. Alors, on avait cette sortie de triangle qui a été faite il y a quelques semaines. Pour l'instant, on reste en dessous. Donc, ça voudrait dire que la tendance est quand même plutôt baissière sur le DAX. Donc, pour l'instant, j'aurais plutôt tendance à vouloir être négatif sur les marchés européens en jouant une faiblesse et une direction plutôt baissière. Et puis, une invalidation le jour où on recassera de nouveau les plus hauts historiques sur l'indice allemand. Le CAC 40, lui, il a son range à sa manière, hein, donc 7510 en bas, 7930 en haut. Pour l'instant, on zigzague dans tous les sens, mais on s'en sort pas trop mal sur la fin de la semaine. Quand je regarde un peu les indicateurs, j'ai un peu l'impression qu'on va probablement aller rechercher, peut-être pas les 8000, mais les 7950 sur le CAC 40 ces prochains jours, à suivre attentivement. Et puis le pétrole qui est sous pression depuis une semaine. Alors les raisons sont multiples et variées, mais c'est clair que on a eu quand même des chiffres qui indiquent un ralentissement économique américain. On a eu Trump qui a quand même déclaré qu'il pensait que si le pétrole perdait $10, la Russie était foutue. Donc en gros, quand il a commencé à dire ça, on était à $67. Aujourd'hui, on est à 63,80. Donc encore 6-7 $ pour aller mettre Monsieur Poutine à genoux. Il aura l'occasion de lui en parler le 15 août quand il le rencontrera en Alaska. Vous voyez qu'on a un gros support de toute façon en bas sur le pétrole dans la zone des 55 $. Ça pourrait être l'objectif raisonnable dans un premier temps, mais en tout cas techniquement on est en train de tout casser. On est en train de casser le bottom qu'on avait fait ici. On est en dessous. On a cassé la moyenne mobile des 200, la moyenne mobile des 50. Pour l'instant, sur le baril, j'ai l'impression que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres pour aller chercher un point plus bas. Je dirais que le point logique qui devrait venir après, c'est les 60 $ sur le baril. Et l'or qui nous fait des tests dans tous les sens en direction des plus hauts historiques, qui n'arrive pas à casser pour l'instant, malgré les annonces sur les droits de douane en Suisse et sur la fonte des lingots. Mais encore une fois, 1 test, 2 tests, 3 tests, 4 tests. On va aller chercher le 5e test. Alors est-ce que la 5e sera la bonne? Eh bien, réponse probablement dans les heures ou les jours qui viennent sur l'or. Le Bitcoin qui est aussi en train d'essayer de repartir à la hausse. Là aussi, vous voyez qu'on a une espèce de triangle à casser. Est-ce qu'en cassant cette résistance à 116 000 $, on va réussir à aller de nouveau chercher du nouveau plus historique en dessus des 120 000 sur le Bitcoin avec les annonces comme quoi les Américains ont le droit d'intégrer des crypto-monnaies dans leur 401k. Je m'attendais à un petit peu plus de dynamisme. Enfin, on voit quand même que aujourd'hui, et si on en croit encore la littérature financière du week-end, la plupart des experts estiment qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie est officiellement rentrée dans les mœurs et qu'il n'y a vraiment plus de différence entre investir dans les actions ou investir dans certaines crypto-monnaies à peu près fiables, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à dire cette semaine sur les vedettes de la semaine, mais surtout sur certains secteurs. Donc, on va faire un tour un petit peu plus approfondi que d'habitude. Et on commence tout de suite avec Adecco. Adecco qui a passé le premier semestre à faire du recrutement pour ses marges perdues. Recettes en baisse de 2% à 11,35 milliards. EBITDA ajusté moins 19 et un bénéfice en baisse de 10%. C'est pas vraiment la fête. La Suisse ne pèse que 2% du chiffre, mais moins 6% quand même. Merci les conditions de marché difficiles. Et les droits de douane n'aident pas et ne vont pas aider. La France, son plus gros marché, recule de 7% au premier semestre. 4% au second trimestre, plombé par la logistique et la santé, sauvé par la bouffe, le retail et le BTP. L'Amérique du Nord, plus 4%, merci les nouveaux clients. Zone qui pèse 12% de revenus. Le placement permanent fond de 8% au deuxième trimestre, pendant que la marge brute glisse à 18,9%. Aïe. La direction promet toujours 3 à 6% de marge opérationnelle en 2025, alors que pour l'instant, ils en sont à 2,4 sur 6 mois. Les experts y voient des parts de marché gagnées, une stabilisation en vue et des liquidités attendues plus fortes au second semestre. Le marché, lui, a dit bof. Conclusion, Adecco avance, mais c'est plus un marathon dans la boue qu'un sprint sur tapis rouge.
Le graphique d'Adecco, alors vous voyez sur les chiffres, c'est qui n'était pas terrible, eh bien le marché s'est dit ok, pourquoi pas, et comme je vous le disais, eh bien on anticipe une amélioration pour la suite de l'année. Donc si on regarde la tendance de fond, bah, pour l'instant on reste dans une tendance haussière, ce qui était plutôt pas mal par rapport au bottom qu'on a fait cette semaine, puisqu'on est allé chercher ici, vous voyez, ces bas au niveau de la moyenne mobile des 200 et des 50 jours qui se croisent plus ou moins à ce niveau-là. Et on a rebondi, on reste dans cette tendance haussière. Donc pour l'instant, on va dire que techniquement, on peut jouer la hausse sur Adecco en jouant cette tendance haussière. Après, quand vous regardez la tronche du graphique sur long terme, il y a des choses qui m'ont excité un peu plus dans ma carrière d'investisseur. Et chez Amrise, l'action, donc le spin-off d'Holcim, s'est pris une tôle jeudi dernier. Le marché les a sanctionnés pour un bénéfice et des prévisions inférieures aux attentes. On notera la baisse des volumes au second trimestre à cause de la météo, bien sûr, presque compensée par la hausse des prix et maîtrise des coûts en termes de comparaison. C'est quand même moins cher que la concurrence, il faudra le noter. Et puis, il y a eu un EBITDA raté et un endettement qui est trop élevé selon les experts. Le trimestre était difficile, la demande est plombée par les taux élevés et les incertitudes. Mais comme les taux vont baisser, ça va s'améliorer, sans oublier les coûts liés à la scission qui ont aussi pesé sur les l'EBITDA. Les guidance des ventes de l'EBITDA les guidance des ventes et l'EBITDA, justement, sont en dessous des prévisions du marché. Bref, on a connu mieux, mais si on gratte, c'est pas si pire que ça et peut-être que c'est une opportunité. Vu que c'est en bourse depuis pas longtemps, autant vous dire que le graphique ne ressemble à rien. Mais vous voyez l'exagération des chiffres qui n'a pas été bien appréciée par le marché. On est allé chercher les 18 au plus bas. Et aujourd'hui, on est déjà remonté à 38, 36. Donc j'ai un rebond spectaculaire en fin de semaine. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai un peu l'impression que la première vague de résultats après le spin-off est un peu difficile à digérer. Mais si on regarde un peu au-delà, peut-être qu'il y a un truc à jouer pour retourner, au-dessus des 40 ces prochains temps. Donc à surveiller attentivement. Peut-être qu'il y a de la valeur dans tout ça finalement. Chez Sando, on retrouve la croissance au second trimestre, plus 4% sur un an, après un début d'année plutôt à plat. Les biosimilaires sont en hausse de 11% et représentent désormais 30% des ventes trimestrielles. Objectif atteint plus tôt que prévu. Les génériques progressent de 1%. L'EBITDA ajusté est en hausse de plus 18% à 1,05 milliard. Bénéfice net multiplié par 2 à 377 millions, plus 31% hors exceptionnel. Et les résultats qui sont globalement au-dessus du consensus. Guidance qui reste inchangé, croissance de plus ou moins 5% et marge EBITDA ajustée autour des 21%, malgré le contexte de guerre commerciale. L'exposition est limitée aux États-Unis, 21% de leurs ventes, et aux droits de douane, donc priorité stratégique donnée à l'Europe qui fait plus de 50% des revenus. Alors vous voyez que les résultats, alors déjà on est dans une tendance haussière sur Sando qui est assez frappante, même si elle est un peu moins raide ces derniers temps. Par contre, alors ce qui est assez fou, c'est les résultats qui ont fait littéralement exploser le titre, puisque la veille on clôturait la journée à 45,14 pour aller chercher des plus hauts à plus de 50 balles, puisqu'au top de la journée, on était quand même à 50,62. Et puis alors, le lendemain, on a rouvert de nouveau au fond du bac. Donc les ajustements, les recalculs des analystes ont fait que finalement, on est un peu moins convaincu. Néanmoins, c'était une bonne session de résultats et le titre continue sa progression, même si on a eu un pic de volatilité qui est parfois difficile à comprendre. Swisscom a sorti un premier semestre en mode grand écart, bénéfice net en chute à 626 millions, en baisse de 25%. Mais le chiffre d'affaires fait un bond à 7,45 milliards, un dividende de paix à 26 francs par action en 2025, si les objectifs sont tenus. Perspective inchangée, mais alors franchement, ça n'a déclenché mais aucune réaction, aucun intérêt sur le marché. Conclusion, tout le monde semble s'en foutre royalement, comme si les résultats de Swisscom étaient devenus presque aussi excitants que la société elle-même. Vous voyez, quand on voit ça, bouf, en haut, en bas, tu sais pas où tu vas. Vous voyez qu'on a eu une semaine où il s'est rien passé. On a eu les résultats, ça fait vraiment en haut, en bas avec des extrêmes, puisqu'on a un plus bas à 562,50 et un plus haut à 589,50. Donc les traders se sont amusés. Et puis à la fin, on a encore poussé vendredi pour finir finalement là où on était depuis le début de la semaine. Donc pas grand-chose à raconter sur Swisscom à mon sens. Comme je vous l'ai dit, globalement, excusez-moi du terme, c'est chiant. Zurich Assurance a amélioré sa rentabilité au premier semestre malgré plusieurs catastrophes naturelles, dont les incendies de Los Angeles. Dans l'unité dommages et accidents, les primes brutes grimpent de 7%. La hausse des primes, plus 3% en moyenne, une sélection
La hausse des primes, plus 3% en moyenne, et une sélection plus stricte ont limité l'impact des sinistres. En Amérique du Nord, les primes entreprises montent de 2% avec un plus 15% dans l'assurance véhicule, ramenant le ratio combiné de 120,6% à 99,3%. En clientèle privée, prime en hausse de 5%, plus 8% pour l'automobile. Résultat d'exploitation, plus 6% à 4,23 milliards. Bénéfice net, plus 1% à 3,07 milliards, au-dessus des attentes. Sauf pour le net. Pas d'impact direct attendu sur les droits de douane américains, mais risque indirect via le ralentissement économique ou l'inflation. Évidemment, les objectifs 2025 sont confirmés, les chiffres étaient qualifiés de solides, mais le titre nous a fait du Trump. Un pas en avant, un pas en arrière. Alors vous voyez le graphique de Zurich, eh bien ça se pose de commentaires. Vous voyez une excroissance au milieu de semaine, en fin de semaine plutôt jeudi, et puis on termine plus ou moins là où on était avant la publication des chiffres. En gros, les gens sont contents, mais c'est un non-event notoire. Petit détour maintenant par la pharma et les droits de douane à la mode Trump, puisqu'en milieu de semaine, la bourse suisse a pris une claque en pleine figure, et pas n'importe laquelle, avec Alcon qui perdait 3,5%, suivi par Novartis, moins 3,3%, et Roche, moins 2,7%. Même Lonza s'est fait embarquer dans la descente, moins 2,2%. Pourquoi? Eh bien parce que Donald Trump a décidé que les médicaments importés aux USA, ça se paye très cher, jusqu'à 250% de droits de douane. Oui, 250, pas 25, pas 50, 250. Le message est clair, si tu veux vendre un comprimé aux États-Unis, fabrique-le sur place, sinon tu payes un tarif digne d'un racket mafieux. Et le pire, c'est que la menace est crédible. On l'a vu avec l'acier, les puces électroniques et même les montres. Quand Trump annonce un tarif, il a tendance à le mettre en place, même s'il le fait en avançant et en reculant. À la fin, ça fait mal quand même. Et pour la pharma, c'est un tremblement de terre potentiel. Les États-Unis représentent un marché, bien évidemment, colossal, souvent bien plus rentable que les autres, et ces hausses pourraient pulvériser les marges. Alors, sur les génériques déjà vendus au prix d'un sandwich SNCF, une taxe pareille rendrait tout simplement les ventes impossibles. Novartis et Roche n'ont pas attendu que la foudre tombe, ils ont promis des investissements massifs aux États-Unis pour se bâtir un espèce de parapluie anti-tarif. Mais c'est pas sûr que ça suffise, parce que Trump ne s'attaque pas qu'aux usines, il veut aussi forcer les géants pharmaceutiques à baisser leurs prix. Il a même envoyé des lettres à 17 d'entre eux, avec un ultimatum au 29 septembre, sinon ce sera le combo gagnant, baisse des prix plus surtaxe douanière. Alors les marchés, eux, ils ont réagi à l'ancienne, on vend d'abord, on réfléchit après. Les indices santé européens ont touché leur plus bas niveau depuis 3 mois. En Allemagne, Bayer a perdu près de 10%, en Suisse, tout était dans le rouge, et même si parfois, on a de la peine à y croire. Alors oui, certains analystes experts helvétiques veulent y voir un signe de stabilisation à moyen terme, peut-être, mais il y a quand même une réalité que personne ne peut nier. La pharma, c'est plus un secteur défensif en 2025. C'est devenu une espèce de cible mouvante, coincée entre les pressions politiques, les guerres commerciales et les investisseurs qui veulent du rendement immédiat. Et dans ce jeu-là, Trump, il tient toutes les cartes, il écrit les règles, il change les règles, et il peut les réécrire encore une fois demain matin. En attendant, la Suisse, elle sert de laboratoire à ciel ouvert. Si vous voulez voir ce que ça donne, un stress géopolitique sur un secteur tout entier, regardez Novartis, Roche et Alcon en Suisse. Et puis alors, priez, parce que si cette guerre des prix et des douanes éclate vraiment, pas sûr qu'il y ait un vaccin disponible tout de suite. Et puis, même théorie dans le luxe, le 39% tombe comme une enclume sur l'horlogerie suisse. Officiellement, c'est business as usual. Officieusement, tout le monde est en train de refaire ses tableaux Excel à 3h du matin. Les titres Richemont et Swatch reculaient sur l'annonce de la semaine dernière, mais depuis, on stabilise. On intègre et on digère. Les analystes parlent déjà d'un scénario dévastateur si les tarifs s'installent, et Trump, il adore s'installer dans ce genre de trucs. Côté retail américain, on voit venir le coup, moins d'allocations, plus de délais et des hausses discrètes de prix pour essayer de pas flinguer la demande. Les pièces très très haut de gamme passeront évidemment, s'en sortiront puisque la clientèle de ce type de prix-là est complètement s'en fout du prix. Mais le mid-tier, la colonne vertébrale du volume, ça risque de trinquer. Résultat probable, rerouting logistique, marge reniée entre maisons et distributeurs et montée en puissance des montres d'occasion qui vont offrir de la marge et qui vont contourner la taxe à la source perçue par le client final. Les détaillants américains vont négocier des compensations. Les marques pousseront l'Asie et le Moyen-Orient pour essayer de compenser. À court terme, des pressions sur les volumes d'export vers les États-Unis, un mix produit qui se premiumise parce qu'à 39%, autant vendre du lourd, et en storytelling, un storytelling rareté comme lubrifiant commercial. Après, l'Américain qui veut se payer une montre à 50 000 balles, il peut encore venir l'acheter directement ici
et la ramener dans son jet privé et contourner les douanes, ça coûtera moins cher. Moralité, le luxe suisse s'est encaissé, mais à 39% de taxes, la montre ne donne plus tout à fait la même heure, surtout du côté des marges. On passe maintenant au en vrac de la semaine et on entame avec SIG qui perd son directeur général Samuel Sigrist, départ immédiat remplacé par Anne-Christine Herkens. Sicor boucle le rachat de l'espagnol Mades, spécialisé dans l'aéronautique et la défense. Liechtenstein chez Landesbank finalise la fusion avec la LLB Österreich, ex-filiale rachetée à la ZKB. Scan prend le contrôle de 76% du slovène Metronic, spécialiste des systèmes d'automatisation. Stadler Rail décroche une nouvelle commande suédoise, 13 rames à 2 étages KISS pour renforcer le transport régional. Ipsomed achève le transfert de son unité Diabetes Care vers TechMed. Sicom reprend la cotation pour 3 mois avant sa sortie définitive de la bourse le 5 novembre. Feu vert de Bruxelles pour la fusion entre Helvetia et la Baloise, annoncée fin avril. Oerlikon déçoit, revenu et commande en baisse, perte nette de 46 millions contre un bénéfice un an plus tôt et prévision 2025 revue à la baisse. Alcon rachète l'américain Star Surgical et ses lentilles Collamer pour 1,5 milliard de dollars cash. ABB investit plus de 130 millions de dollars canadiens pour muscler son research and development et sa production au Québec. Ascom souffre du franc fort, vente en repli, bénéfice net en baisse de 24% à 2,2 millions. U-Blox améliore ses ventes et réduit ses pertes, portées par la forte demande dans l'auto et l'industrie. Schindler équipera en ascenseur et escalator la première ligne de métro aérien de Bogota. Compagnie financière Tradition voit son chiffre d'affaires progresser sur 6 mois. Galenica publie des ventes et des bénéfices en hausse et relève ses prévisions de rentabilité. GAM creuse sa perte nette touchée par des retraits d'actifs et un repli des encours sous gestion. Lastminute.com voit ses recettes grimper mais ses marges et son bénéfice reculer. Montana Aerospace nomme Vicky Velvert DRH et membre de la direction avec effet immédiat. Cosmo Pharmaceutical prolonge son partenariat de production et distribution avec le japonais Takeda. Elma investit 15 millions d'euros pour une nouvelle usine en Roumanie à Timisoara. HT5 restructure, assainit son bilan et cherche une fusion pour revenir en bourse. Mobimo booste ses revenus grâce aux ventes et revalorisations, objectif annuel confirmé. Temenos sort du MSCI Global remplacé par Bellimo. Ipsomed transférera une partie de sa production suisse vers l'Allemagne pour servir le marché américain. Et voilà pour cette semaine. On a survécu à Trump, encaissé des droits de douane records, digéré une volée de résultats trimestriels et vu Powell continuer son marathon de l'immobilisme. La suite, eh bien, elle arrive très vite. Inflation américaine la semaine prochaine avec le CPI, le PPI, puis le PIB européen, le ZEW allemand et toujours un paquet trimestriel moins sexy que ces dernières semaines, mais de quoi occuper les insomniaques. Nvidia, vous le savez, publiera à la fin du mois. C'est pas nouveau, mais ça reste le prochain gros chiffre qu'on attendra. Et tout ça pendant la période de Jackson Hole. Et puis le 15 août, Trump rencontrera Poutine en Alaska, mais sans Zelensky, qui est déjà en train d'hurler dans les médias pour dire que c'est pas juste et qui n'acceptera rien de ce qui se décidera là-bas. On verra bien. Bref, préparez le popcorn parce que la macro, la géopolitique et les marchés vont encore se marcher dessus toute la semaine qui arrive. Et d'ici là, profitez du week-end parce qu'au moins c'est fermé. Même si on peut compter sur Trump pour nous sortir une connerie d'ici l'ouverture de lundi, ça ne devrait pas trop bouger. Alors restez hydratés, reposez-vous et on se voit lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Et n'oubliez pas, comme disait Walter Schloss qui était un des grands maîtres de l'investissement value à l'ancienne, un élève direct de Benjamin Graham. Il n'a jamais cherché à être célèbre, n'a jamais travaillé pour Wall Street glamour et pourtant il a surperformé le marché pendant plus de 45 ans avec un style ultra simple, acheter des actions sous-évaluées, diversifier beaucoup et attendre patiemment. Zéro analyse macroéconomique, il se basait uniquement sur les bilans, pas de market timing ni de pronostic, juste des chiffres et du bon sens. Aucun ordinateur, tout à la main jusqu'à sa retraite en l'an 2000. Il a géré son fonds dans un bureau minuscule, habillé comme un comptable, sans jamais céder aux modes financières. Buffett disait même de lui qu'il prouvait qu'il n'est pas nécessaire d'être à Wall Street pour gagner à Wall Street. Eh ben, Walter Schloss, il disait « Ne crains pas d'être à contre-courant, mais sois certain de ton analyse. » N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Ce matin, vous êtes plus de 59 000 à vous suivre. Et aujourd'hui même, ça fait 5 ans qu'on a signé un partenariat avec Swissquote pour bosser ensemble. Et je dois vous dire que ça me fait super plaisir de voir d'où nous sommes partis et où nous en sommes surtout aujourd'hui. Mais encore plus,
où est-ce que nous en serons dans quelques mois. Vous pouvez aussi liker, partager, bien sûr, et commenter cette vidéo. Et comme d'habitude, eh bien, à lundi, profitez bien du week-end. Bye bye!